Donc aujourd'hui, on est sur une session d'information donc sur diminuer l'impact environnemental lié à l'énergie de ma collectivité. Cette session, donc, c'est la deuxième d'une série qui a débuté jeudi dernier et qui se poursuivra donc jusqu'à la fin du mois avec des informations complémentaires sur les rénovations, les énergies renouvelables, etc. Vous pouvez encore vous inscrire aux sessions si vous le souhaitez. L'idée étant d'aborder l'ensemble des sujets qui sont liés à notre service performance énergétique, donc au sein du syndicat d'énergie. Donc on parle d'impact environnemental, donc je vais vous remettre dans le sujet, je vais vous parler d'émissions de gaz à effet de serre. Pour savoir ce que ça représente aujourd'hui, donc l'énergie, les émissions de gaz à effet de serre, c'est 31% les transports, 19% les bâtiments aujourd'hui. Et on retrouve l'agriculture et l'industrie aussi qui sont en tête de liste à 19%, 18%. Donc ça, ce sont les chiffres officiels donnés par le Haut Conseil pour le climat, actualisés. Et c'est vraiment donc les postes sur lesquels on va avoir un impact sur le climat. Pour repositionner justement sur les objectifs, donc puisqu'on parle d'impact environnemental, donc de réduction de gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre, pour limiter donc, le réchauffement climatique. Donc là, on est dans un cadre qui est bien posé, donc notamment, alors plus récemment, donc les accords de Paris, qui ont conclu donc d'avoir pour objectif de limiter à plus 1,5 ou à 2 degrés de hausse des températures globalement d'ici 2100. C'est pour atteindre cet objectif qu'en France, nous avons la stratégie nationale bas carbone. Aujourd'hui, on a des actions qui sont en cours. On a quand on regarde la troisième, la carte là que vous voyez, on a des émissions de gaz à effet de serre qui sont en baisse, mais il ne faut pas relâcher les efforts parce que la neutralité carbone qui est visée, c'est le point en bas. Et il y a encore du travail pour l'obtenir. Rendre concret donc ce réchauffement climatique, donc les impacts, on commence déjà à les voir. Donc là, c'est une carte qui est issue du site du ministère de la Transition écologique qui montre les impacts déjà visibles et qui seront observables d'ici 2050. Donc nous, localement, on a pu observer la canicule notamment, alors l'été dernier plus particulièrement, c'était des fermetures d'écoles notamment au mois de juin parce qu'on avait des trop grosses températures au sein des bâtiments. C'est les chutes de neige, c'est la grêle, ce sont des épisodes climatiques plus violents, plus intenses. On peut avoir aussi des crues du Rhône. Donc, maintenant qu'on a vu donc le global, on va dire, ce qu'il y a en termes de stratégie nationale et d'impact pour notre pays, mais plus globalement aussi, l'énergie dans la collectivité, qu'est-ce que c'est ? L'énergie, on la côtoie au quotidien. On la côtoie au quotidien dans les bâtiments, donc dans les transports, comme on l'évoquait, les stations d'épuration, l'éclairage, le chauffage, tous nos équipements électriques. Ça se retrouve partout dans nos gestes du quotidien. Et donc, c'est un très vaste champ. Et on va voir maintenant un peu plus précisément faire quelques points de focus sur lesquels on pourrait intervenir. Donc, dans la commune, là, nous faisons du conseil, du suivi énergétique par rapport aux factures des communes. Et par rapport à notre base de données, nous avons extrait ces deux camemberts qui vous donnent les consommations par catégorie d'équipement et aussi par énergie. Donc, par catégorie d'équipement, le camembert que vous voyez sur la gauche, on voit que les bâtiments, c'est 70% de la consommation. Donc, pour vous, en tant que commune, je parle, là, c'est vraiment le plus gros enjeu sur l'énergie. Et on a aussi l'éclairage public derrière qui est à 20%. Attention, ce sont des moyennes. Selon les types, là, on est axé commune. Si on est sur une communauté de communes, par exemple, là, on va avoir beaucoup plus de transport si on a intégré la notion de déchets, par exemple.
Mais voilà, en tout cas, ce qu'on observe sur les communes, c'est ceci. Et puis, donc de l'autre côté, si on regarde les consommations par énergie, donc on a de l'électricité à 45%, du gaz naturel à 30%, et encore du fioul. Et puis après, donc du propane, c'est les cuves de gaz, un peu de bois également, réseau de chaleur et des carburants. Donc on voit que l'électricité quand même a une part majeure aujourd'hui dans nos consommations d'énergie. Aujourd'hui, donc l'énergie, pour vulgariser un petit peu les thèmes, enfin les mots que nous utilisons en tant qu'énergéticiens, on va parler d'énergie primaire et d'énergie finale. L'énergie primaire, c'est ce que l'on prélève à la Terre. C'est l'énergie dont on a besoin au tout départ. Et puis, on va avoir des pertes qui sont liées à la production. Donc là, c'est illustré un peu sur l'électricité, à la transformation, au transport également, via les lignes électriques aussi, sur lesquelles il y a de la déperdition. Et on arrive à l'énergie finale, qui est l'énergie que l'on paye, qui est l'énergie sur vos factures. Voilà, donc il y a la différence vient entre les deux, en tout cas pour l'énergie électrique. Pour le bois, si vous achetez des granulés ou des bûches, et ben pour le coup, c'est la même. Si je puis dire, on n'a pas de perte en ligne, même s'il y a un peu de carburant pour vous les livrer. Et voilà. Et donc ça, c'est l'énergie finale, c'est vraiment celle qui est facturée. Mais il y a encore aussi après d'autres pertes qui sont de rendement et de distribution pour arriver à l'énergie utile. L'énergie utile, c'est vraiment celle dont on a besoin. Là, on a l'exemple de l'ampoule. L'échauffement, alors on a de moins en moins justement avec les LED, c'est bien l'objet. L'échauffement qu'on peut avoir, c'est une perte de rendement. On peut avoir un rendement sur une chaudière également. Voilà, le rendement de la chaudière n'est pas à 100%, on va avoir de la perte qui est différente selon le type de chaudière. Et puis sur la distribution aussi. Les tuyaux qui amènent jusqu'au radiateur qui va chauffer notre pièce, et bien ça aussi, ça va contribuer à avoir de l'énergie qui n'est pas utile au chauffage. Énergie primaire, énergie finale, donc pourquoi on vous en parle c'est par rapport, donc, pour relier aux émissions de CO2 que je vous présentais au départ, c'est que donc l'énergie finale et l'énergie primaire, ce n'est pas forcément la même. Comme je vous l'ai évoqué, pour l'électricité, aujourd'hui, par convention, c'est que 1 kWh d'énergie finale, c'est 2,58 kWh d'énergie primaire. Donc, cela veut dire qu'on a prélevé 2,58 kWh pour pouvoir consommer 1 kWh, donc arriver au compteur. Ça veut dire qu'on a perdu quand même 1,58 kWh en route. Et en plus, donc après, pour les autres énergies, la convention donc, qui est donnée par l'ADEME, c'est quelque chose d'officiel aussi. 1 kWh d'énergie finale, c'est 1 kWh d'énergie primaire. Donc l'énergie électrique, forcément, elle est chère parce qu'on en perd beaucoup en ligne. Et après, donc cette énergie, elle est transformée également donc, en émissions de gaz à effet de serre. Il y a des coefficients aussi pour ça, pour transformer donc l'énergie primaire en émissions de gaz à effet de serre. Et donc là, on a des coefficients qui nous permettent de faire un distinguo, un équivalent en émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, voilà, on sait que l'électricité en France, elle est faiblement émettrice de gaz à effet de serre, parce qu'elle est aussi d'origine nucléaire. Le gaz, par contre, les énergies fossiles sont des énergies qui, elles, sont plus grandement émettrices pour le coup en kilogrammes de CO2. Pour donner un élément de comparaison sur les diagnostics de performance énergétique, donc ces étiquettes-là que vous avez en exemple, qui sont celles qu'on connaît, qu'on voit pour les bâtiments, pour le gaz, pour un mégawattheure, ça va faire 234 kg de CO2. Pour de l'électricité en chauffage, c'est 180. Donc, c'est quand même beaucoup moins. Et le fuel, c'est 300. On est encore à un autre niveau d'émissions de gaz à effet de serre. On est sur quelque chose de plus polluant en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Alors, je reviens du coup sur énergie primaire, énergie finale, énergie utile suite aux demandes que vous avez formulées.
Alors, avant perte, excuse-moi, du coup. Alors, la question, c'est est-ce que l'énergie finale, c'est avant perte énergétique? Bah oui et non. Oui et non, pour répondre à votre question. L'énergie finale, c'est l'énergie qui arrive au compteur. Donc, on en a perdu avant. C'est l'exemple de la perte de transport que vous avez avec les lignes aériennes que vous voyez sur l'électricité. Mais on va aussi en perdre après, justement dans la distribution ou dans l'échauffement, dans le fonctionnement des équipements. Donc, on a des pertes aux deux endroits qui ne sont pas les mêmes, mais on a des pertes aux deux endroits. Pour ça qu'on a vraiment 3 niveaux, énergie primaire, énergie finale et énergie utile, celle qui est vraiment nécessaire pour qu'on utilise directement, on va dire. Est-ce que c'est plus clair comme ça ou est-ce que je recomplète? Non, non, pour moi, c'est clair maintenant. Ok. Merci. Je vous en prie. Ne pas confondre kilowatt et kilowattheure. Puissance et consommation. Donc, qui sont deux choses différentes. Et on peut faire l'analogie, par exemple, de la vitesse et de la distance parcourue, qui ont un peu la même chose. Et c'est pour ça que là, ça va être illustré avec l'eau, et l'eau d'un côté, l'énergie de l'autre. L'eau, donc je parlais de vitesse, mais de débit. Avec un certain temps, on obtient une quantité. On a l'exemple d'avoir donc un débit. Sur un temps donné, ça nous donne une quantité d'eau. Si on a 1000 litres par heure en 18 minutes, eh ben, ça va nous faire 300 litres. Si j'ai un très gros tuyau et pas un petit tuyau d'arrosage, à 100 000 litres par heure, en 11 secondes chrono, je vais arriver à 300 litres. La même chose. L'énergie, du coup, le puissance fois le temps, c'est une quantité. Donc, on est sur le même mécanisme. J'ai ma petite box à 8 watts, donc avec la puissance de 8 watts qui va fonctionner 24 heures. Si je multiplie les deux, j'obtiens une consommation de 0,19 kWh. Et si j'ai ma cafetière qui elle est 1000 watts, qui est plus puissante, elle ne va pas fonctionner longtemps, elle va fonctionner que 9 minutes. Et pendant 9 minutes, elle va tirer assez fort, puisqu'elle a une puissance plus importante que ma box. Et bien, si je fais donc pareil, si je calcule sa consommation d'énergie, la puissance fois le temps, j'ai 0,15 kWh, donc une consommation à peu près équivalente. Donc, en consommation d'énergie, c'est important de prendre en compte vraiment la puissance que l'on va utiliser. C'est important, il y a le temps de fonctionnement, mais la puissance aussi, ce qu'on va appeler, a aussi un impact fort sur la consommation. Est-ce que c'est clair pour vous? Tout va bien? Vous me suivez encore? Très bien. Du coup, maintenant qu'on a vu un peu toutes les notions de base, si je puis dire, d'énergie, quelle stratégie maintenant pour justement diminuer cet impact environnemental, pour diminuer mes consommations d'énergie? Alors là, je me suis inspirée de Negawatt, qui a un schéma qui fonctionne très très bien. Le premier axe, c'est la sobriété. C'est-à-dire, on va utiliser vraiment réfléchir à ce dont on a besoin. Et là, je vais le répéter plusieurs fois sur tous les axes que je vais développer. Je vais pas rentrer dans du détail de technique parce qu'on n'aura pas le temps, aujourd'hui vraiment de rentrer dans chacun des détails. Mais on va plutôt passer sur la réflexion, on va dire, qu'il faut avoir quand vous êtes devant un problème énergétique, on va dire. Donc, la première étape, c'est la sobriété. C'est est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que c'est utile, justement? La deuxième étape, c'est l'efficacité. Est-ce que je peux réduire la quantité d'énergie pour avoir le même besoin?
Donc, on a exemple, isoler les bâtiments, améliorer les rendements. Je parlais de la chaudière tout à l'heure. On a une chaudière qui chauffe un bâtiment. Et donc là, d'abord, je regarde, première étape, sobriété, je l'utilise que quand j'en ai besoin. Donc, je ne chauffe pas si je n'utilise pas le bâtiment. Deuxième étape, efficacité. Je vais isoler, par exemple, mes tuyaux pour que les calorifugés, pour que je ne perde pas de la chaleur à chauffer un espace qui n'est pas chauffé, pour amener la chaleur là où j'en ai besoin. Et la troisième étape, c'est recourir à des énergies renouvelables qui sont moins émettrices de gaz à effet de serre, qui ont moins d'impact environnemental sur notre planète. Et donc là, c'est par exemple, je change pour une chaudière au bois plutôt qu'une chaudière au gaz. Voilà. Mais dans tous les cas, avant de changer un équipement, quel qu'il soit, aussi vertueux que soit une chaudière bois, il faut toujours réfléchir à quel usage je fais. Est-ce que je peux d'abord limiter mon usage pour ne pas consommer pour rien? Et comment je peux être efficace? L'énergie la moins chère et la moins polluante, c'est encore celle qu'on n'utilise pas. Donc, diminuer notre impact, la construction de bâtiments. Alors, ici, puisque nous, on parle performance énergétique, on est quand même très orienté bâtiment. Sur notre service, on vous accompagne plutôt pour ça. J'ai pris en compte le cycle de vie, finalement, d'un matériau ou d'un bâtiment, pour le coup. Si on commence par extraire des matières premières, qu'on va fabriquer, transformer, on va transformer des produits en isolant, etc. Béton, des fois aussi, et puis la construction. Enfin, le transport, donc là, dans le cadre de la construction, on va aussi faire venir des produits de différents endroits. Donc, on va faire la construction, utiliser ce bâtiment. Donc, tout au long de la vie, il peut y avoir aussi un impact, notamment de consommation de chauffage, de ventilation, de rafraîchissement, tout ça. Et puis, il y a la fin de vie. Donc, c'est quand le bâtiment n'est plus en usage, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on fait des déchets pour limiter cet impact? Donc, aujourd'hui, si je vous amène sur cette réflexion, c'est de se poser la question, quel usage faisons-nous des bâtiments? Parce qu'avant d'aller jusqu'à l'exploitation, etc., aujourd'hui, sur le camembert que vous avez de côté, c'est la répartition du poids CO2, donc des émissions de CO2 de l'acte de construire. Donc là, on est sur un échantillon de bâtiments qui sont récents, hein, c'est 2012-2013. Aujourd'hui, la construction, on a fait beaucoup d'efforts en termes de performance énergétique en construction des bâtiments. On n'est plus sur les mêmes ratios qu'on était il y a 30 ans, voire plus. Donc, on a des bâtiments qui deviennent performants et qui le seront même encore plus d'ici 2021 probablement, si on atteint la réglementation 2020 qui sera justement normalement environnementale. On a donc moins de l'impact est plus fort sur la construction même du bâtiment, sur le choix des matériaux, des procédés constructifs que l'on va prendre, plus que sur l'exploitation. On a 60% en construction d'impact, 40% en exploitation. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant qu'on construit des bâtiments plus performants, le plus gros effort qu'on puisse faire pour limiter son impact environnemental, c'est de réfléchir à son mode de construction. Et pourquoi pas même éviter de construire. C'est-à-dire, quand je mets la petite phrase « penser au diagnostic d'usage », c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit un bâtiment, on pense on a un besoin. Il faut aujourd'hui aussi avoir cette réflexion de dire « est-ce que je peux éviter de construire finalement? Est-ce que je peux rénover un bâtiment, utiliser peut-être davantage un bâtiment ?» Parce qu'on peut avoir des bâtiments très bien aussi, mais qui sont peu utilisés, et c'est dommage, alors qu'on va avoir des moins bien qui vont être super utilisés, et pour le coup, donc, qui seront plus énergivores, avec un impact plus fort. Donc, c'est vraiment cette réflexion-là qui est importante à mener aussi, en plus de juste penser à un équipement chaudière, fenêtre, etc.
Sur les ratios de consommation aussi de ressources, j'ai des chiffres de l'ADEME en complément. On a des chiffres de l'ADEME sur les constructions de maisons. On va consommer en construction 1190 kg par mètre carré de matériaux tout venant. En rénovation de bâtiments basse consommation, en rénovation performante, seulement 28 kg. Donc, ça veut dire qu'on déplace beaucoup moins. Donc, c'est parce que faire venir des matériaux, c'est du transport, donc c'est des émissions de gaz à effet de serre. Rappelez-vous, c'était un poids très important, le transport, 31%. Donc, c'est aussi toute la logique qu'il y a derrière qu'on ne voit pas forcément. Donc, voilà, vraiment avoir cette réflexion de quel usage je fais, est-ce que j'en ai besoin? La même réflexion. Et après, si j'en ai besoin, comment je peux limiter? Et après, comment je peux optimiser en faisant du basse consommation, en recourant à des matériaux biosourcés d'origine locale aussi, qui vont avoir moins de transport, qui vont avoir moins d'impact environnemental. Aujourd'hui, on fait de la laine de bois, on fait de la ouate de cellulose, on peut avoir même du béton de chanvre aujourd'hui qui commence à sortir un peu plus, plutôt que des produits de laine minérale plus traditionnels, si je puis dire, qu'on a plus l'habitude d'utiliser et qui ont un impact environnemental plus négatif. Allez, on rentre dans le bâtiment maintenant. Le chauffage, diminuer notre impact. Donc là, toujours dans la réflexion en 3 étapes. D'abord, j'isole le bâtiment. Donc, les plafonds, les murs, les sols. Je sais qu'on pense souvent aux menuiseries, mais l'isolation est plus efficace. Après, les menuiseries, c'est une sensation de confort aussi, avec le vitrage qui peut avoir une sensation de paroi froide. Mais avant tout, donc plafond, mur et sol, quand c'est possible, permettront d'atteindre davantage de performance. Et on pense aussi donc aux produits biosourcés, comme je vous l'évoquais déjà juste avant. Donc, paille, ouate de cellulose, laine de bois, paille de riz aussi, j'ai oublié de vous l'évoquer tout à l'heure, qui est un produit émergent qui est du coup en filière locale, on va dire, le Camargue, c'est pas si loin, qui a un prix compétitif aujourd'hui avec de bonnes performances. Donc, ça, c'est la première étape. J'isole pour ne pas avoir besoin de consommer d'énergie. Après, j'optimise. Donc, je mets de la régulation, c'est-à-dire que je vais consommer de l'énergie pour chauffer à la bonne température, pas trop chaud ou pas trop froid quand on parle de climatisation aussi, parce que c'est aussi de l'énergie, au bon endroit, au bon moment. Je ne chauffe pas s'il n'y a personne. Je peux essayer d'optimiser la montée. Alors, très souvent, je sais que dans les communes, vous avez cette problématique avec les écoles, avec un besoin de confort à l'arrivée des enfants dans les salles de classe. Il faut anticiper, être sûr que le chauffage soit là. Mais alors, petit à petit, ça demande du travail aussi d'optimisation. On peut trouver le bon moment pour chauffer, pour que ça soit chaud, mais pas trop avant non plus, parce que ça nous permettra toute l'énergie qu'on n'aura pas chauffée avant, c'est l'énergie économisée. Et c'est bon pour le budget aussi. Et la ventilation mécanique aussi, également, qui peut être un point, notamment en mettant une ventilation mécanique contrôlée double flux. La ventilation mécanique double flux, c'est quoi? C'est une ventilation qui va échanger l'air extrait et l'air qui rentre et qui va les faire se croiser. C'est-à-dire qu'on va récupérer la chaleur de l'air qu'on extrait. Alors, je prends l'exemple de la salle de classe parce que c'est vraiment pour le coup le plus parlant et qui a vraiment besoin de renouvellement d'air parce que ça fume dans les salles de classe. Il suffit d'y passer à 10 heures pour s'en rendre compte dans la majorité des écoles. Il faut ouvrir les fenêtres si on n'a pas ce type de système. Et donc, ça permet de ventiler davantage en extrayant donc l'air des salles de classe. Et on va réintroduire de l'air neuf, mais au lieu de le réintroduire directement, comme dans ce qu'on a le plus couramment, on va échanger, on va les faire se rencontrer avec un échangeur, donc l'air qui sort et l'air qui rentre, pour récupérer la chaleur de l'air qu'on a fait sortir. Donc, on va être sur un équipement plus performant et voilà, qui va permettre
de renouveler davantage l'air. Donc, ça peut être intéressant, notamment parce que maintenant, il y a aussi une réglementation sur la qualité de l'air intérieur pour les salles de classe, auxquelles vous êtes soumis depuis 2018 maintenant. Et troisième point, l'énergie renouvelable. Une fois que voilà, qu'on a vraiment fait ce qu'il fallait, limiter les besoins au bon endroit, est-ce que je peux passer à une énergie renouvelable? Est-ce que je peux mettre une chaudière granulée ou une chaudière à bois déchiqueté? Peut-être un réseau de chaleur. Si je suis sur une plus grosse ville, j'ai peut-être un réseau de chaleur ou j'ai peut-être l'opportunité de faire un mini réseau de chaleur, d'ailleurs, entre plusieurs bâtiments communaux et pas que d'ailleurs, selon la configuration des lieux, pour optimiser justement le rendement aussi. Ou sinon, je suis sur un petit bâtiment aussi, est-ce que j'ai la possibilité de mettre un poêle à granulés qui peut être programmable aussi, qui peut aussi se faire et apporter donc le confort et l'énergie renouvelable en même temps. L'électricité, maintenant les usages plus spécifiques. Donc, le rafraîchissement des locaux, je vous en parlais, je l'évoquais avec le chauffage. Encore une fois, l'isolation, elle sert aussi pour le rafraîchissement. Donc là, par l'extérieur de préférence, parce qu'on peut faire donc isoler à l'intérieur, les murs à l'intérieur, mais si on arrive à isoler à l'extérieur, si on a la possibilité de le faire, on ne laisse pas la chaleur rentrer. Et c'est bien plus efficace en termes de confort d'été. Et en plus, on peut mettre aussi, encore une fois, des produits biosourcés qui souvent vont avoir un plus grand déphasage, une plus grande inertie, qui vont permettre de décaler la rentrée de la chaleur dans le temps, qui vont plus résister plus facilement au passage de la chaleur. C'est vrai avec la laine de bois aussi. Donc, on va arriver à voir l'arrivée de la chaleur, on va dire, de la journée estivale qui va arriver le soir, au moment où ça sera plus frais. Donc, ça sera moins problématique dans le bâtiment. Des protections solaires aussi, on parle d'isolés, mais les protections solaires, vous voyez un exemple, ce sont des brises-soleil qui sont au-dessus de la baie vitrée, qui font une ombre portée. Alors ça se calcule, ça s'étudie aussi pour que ça ne coupe pas du soleil en hiver. C'est bien plus complexe que ce qui n'y paraît tout simplement à poser, mais bien fait, ça peut être très efficace. Il y en a aussi des électriques, justement, alors même si on a un peu plus de consommation, mais volets roulants qui fassent brise-soleil aussi, qui puissent être sur des usages de bureau, éviter qu'on ait trop de chaleur qui rentre en gardant quand même un peu de lumière naturelle. Et vraiment, on évite de faire entrer la chaleur. Et ensuite, l'alternative à la climatisation, eh ben oui, les bons vieux ventilateurs, où sur des grandes salles, on peut avoir des pales voilà, qui tournent, qui font bouger l'air, parce que la vitesse de l'air, ça a un effet rafraîchissant et c'est moins énergivore qu'une climatisation. Et en plus, la climatisation, ça fonctionne aussi avec des gaz frigorigènes, comme les frigos, qui, s'ils sont libérés dans l'atmosphère, sont encore plus réchauffants que le CO2, qui ont aussi un impact très fort. Ensuite, les équipements performants, donc éclairage, ordinateur, électroménager, voilà, choisir des équipements performants a un impact également. Et en troisième point, l'origine de l'électricité, toujours l'énergie renouvelable. C'est possible d'avoir de l'électricité d'origine renouvelable. Il y a une autre présentation qui est sur ce thème-là aussi, plus spécifiquement de l'électricité d'origine renouvelable, enfin l'énergie d'origine renouvelable, pardon, que je vous invite à suivre si ce sujet vous intéresse particulièrement. L'eau chaude sanitaire maintenant. Donc, première question, encore une fois, est-ce que j'en ai besoin ? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'eau chaude toute l'année pour me laver les mains dans tous les endroits ? Souvent, c'est pour le ménage, c'est indiqué, mais il y a beaucoup de produits finalement qui fonctionnent aussi bien avec de l'eau froide. Il se fait beaucoup une habitude aussi, encore une fois, de l'usage, un changement d'usage qu'il faut réfléchir. Ensuite, je l'économise. Donc, le petit mousseur, là, le petit gadget, si je puis dire, il est petit, il ne coûte pas très cher, mais il peut faire économiser beaucoup. Il peut être posé assez facilement, c'est quand même très facile à poser, y compris par des agents techniques, et il peut
engendrer de grosses économies, donc à la fois de l'eau, et puis quand c'est de l'eau chaude, du chauffage de l'eau, donc de l'énergie également. Et troisième point, l'énergie renouvelable. Je peux passer au bois, je peux passer au solaire aussi. Alors le solaire, ça s'étudie en fonction des équipements. Mais par exemple, là, en bas à droite, c'est plutôt des sanitaires de camping. Donc un camping municipal, pour le coup, c'est très intéressant d'avoir de l'énergie solaire pour le chauffage de l'eau, parce que c'est utilisé plein pot justement pendant la période estivale. Donc on raccroche toujours à cet usage et aux besoins qu'il y en a pour dimensionner, pour choisir le bon système. Je change un peu de point. L'éclairage public, je change de lumière, mais toujours la même logique. Est-ce que j'ai besoin d'éclairer partout ? Pour faire des économies, mais comme on parle d'impact environnemental, aussi pour protéger la biodiversité. Alors j'ai mis l'emblématique hibou, mais bon, la protection des chauves-souris, certes, qui font moins rêver à regarder, sont quand même pas mal pour manger les moustiques. Et en ce moment, on est content aussi de s'en débarrasser. Donc vraiment, là encore, quelle réflexion j'emploie. Donc je parle de gestion différenciée de l'éclairage public. On ne va pas dire restez tous dans le noir, ce n'est pas l'objet non plus de cette présentation, mais d'abord, d'un point de vue spatial, est-ce que j'ai besoin d'éclairer partout ? J'ai besoin d'éclairer le centre-ville, peut-être certains monuments, il y a un aspect de patrimoine aussi à mettre en valeur en fonction de l'endroit. Et puis, il y a un côté, dans la périphérie, dans certains quartiers plus résidentiels, est-ce que j'ai besoin d'éclairer ? Ou est-ce que j'ai besoin d'éclairer toute la nuit aussi, l'axe temporel, parce que peut-être qu'un quartier résidentiel, je vais avoir beaucoup de passages jusqu'à 21h, 22h, et puis après, j'en ai plus, et là, on éclaire pour personne. Et puis après, donc, encore le troisième point, la technique. Une fois que j'ai réfléchi, est-ce que j'en avais vraiment besoin au bon endroit, comment je peux optimiser ? Donc là, on revient au système. Donc, c'est les LED qui sont plus performantes aujourd'hui en termes d'éclairage et qui permettent aussi de la programmation, notamment pour de l'extinction nocturne, donc éteindre sur une plage horaire, ou de la gradation. On peut aussi faire le choix d'éteindre progressivement pour diminuer petit à petit. Donc voilà, il y a plusieurs choix, on va dire, possibles. Le tout vraiment, c'est d'engager cette réflexion. Est-ce que j'en ai besoin ? Pourquoi ? Quand et qu'est-ce que je peux faire après pour diminuer. Et puis, donc, pour peut-être aller vers la mise en place d'une trame noire, donc, qui est aujourd'hui mis en objectif par le schéma régional d'aménagement et développement durable, l'égalité des territoires. Donc, ça commence à émerger. On avait les trames vertes, on avait les trames bleues. Donc, vertes, les prairies, si je puis dire, c'est un peu raccourci, et bleu aquatique, c'est d'avoir un corridor, un chemin continu, pour la continuité écologique, pour que justement les animaux nocturnes puissent continuer leur déplacement, puissent avoir des voies, parce que même s'ils ne peuvent pas aller partout, avoir des voies qui permettent, qui ne nuisent pas trop à leur survie. Je finis avec le cercle vertueux, donc que certains ont déjà vu avec la première présentation. Donc là, on est plus sur un rappel du fonctionnement de notre service performance énergétique, de ce qu'on peut vous apporter, parce que l'énergie, donc dans les bâtiments, 20 à 25% des émissions nationales de CO2, 50 € par habitant et par an en budget communal, en moyenne quand même, ce n'est pas négligeable. Donc nous, on peut vous accompagner donc un diagnostic des bâtiments, préconisation de travaux et de rénovation, et de vous dire justement ce qui va pouvoir être le plus adapté en fonction de votre cas. Vous accompagner dans les travaux, vous financer également parce qu'on a un dispositif d'aide pour les travaux d'économie d'énergie ou pour vous aider à récupérer des certificats d'économie d'énergie. Et puis après, en exploitation aussi, via les groupements d'achat d'énergie, on vous propose de l'énergie à haute valeur environnementale et de vous accompagner sur le suivi également avec le suivi énergétique des communes. J'en ai fini avec ce
balayage très rapide, donc j'espère ne pas vous avoir perdu en route parce que ça va vite sur tous les sujets. Alors, j'ai une petite question qui vient d'arriver Oui. sur l'éclairage public. La gradation a-t-elle un réel impact sur le rendement des luminaires? Alors, Monsieur Doussin, la gradation, oui, ça permet de faire des économies. Il y a une réelle différence de consommation entre une LED qui éclaire à 100% et une LED qui éclaire à 20%. Enfin, 20, 80, on peut vraiment choisir. Il y a une réelle économie à la clé. Ça peut être un intermédiaire pour aller doucement aussi vers de l'extinction, là où il peut y avoir des réticences, parce que, bon, je ne suis pas rentrée dans le sujet, mais comme pour l'usage, il faut aussi en parler avec les personnes, avec les usagers, pour que ce soit accepté, pour que ce soit aussi bien utilisé. Alors là, il ne va pas y avoir d'utilisation directe, mais pour que ce soit accepté en tout cas, et que ce ne soit pas un frein à la mise en place. Alors, une autre question de Monsieur Granger. Comment est facturée l'énergie consommée par l'éclairage public? Est-ce que c'est à la puissance installée, à l'énergie consommée? Alors, sur l'éclairage public, ça dépend de votre contrat. Il y a une puissance et il y a une consommation, les deux. Les abonnements historiques, il y a une part abonnement qui dépend de votre puissance, qui va être plus élevée selon la puissance que vous avez souscrite. Et il y a une part de consommation. Aujourd'hui, si vous êtes dans le groupement d'achat d'énergie, ou si vous avez souscrit aussi un autre contrat, vous pouvez être dans la situation où vous n'avez pas de part d'abonnement, où vous êtes facturé uniquement à votre consommation. C'est possible aussi. Et ça dépend de ce que vous proposent les fournisseurs si vous avez renégocié un contrat. C'est un geste aussi environnemental de réduire sa puissance si elle n'est pas nécessaire. Je reviens à la grosseur du tuyau pour l'eau. Si j'ai une grosse puissance, il me faut un gros tuyau. Plus je diminue ma puissance, moins le besoin de tuyaux sera important. Et les tuyaux, c'est justement des câbles que nous tirons pour acheminer suffisamment d'électricité pour le respecter. Alors, on a une question de Monsieur Vettovali sur le flux lumineux, donc toujours sur l'éclairage public. Ouais. Est-ce qu'il y a une réglementation autour de la baisse du flux lumineux? Alors, la réglementation, je vois que ce sujet vous passionne, l'éclairage public, ou si c'est parce que j'ai fini par ça. Voilà. Alors, la réglementation, il y a la responsabilité du maire, déjà, pour assurer la sécurité. C'est surtout ça qui va être le premier point. C'est pour ça que vous voyez des communes qui éteignent, elles ont des panneaux à l'entrée. Elles doivent prévenir qu'elles éteignent pour justement ménager cette responsabilité par rapport aux gens qui entrent dans la commune. Après, oui, il y a… Alors, on n'est pas obligé d'éclairer. Par contre, une fois qu'on éclaire, oui, il y a des niveaux à respecter. Et là, par contre, je vais vous renvoyer vers mes collègues du service éclairage public pour les niveaux d'éclairement requis et tout ça, parce que là, j'atteins mes limites. Mais par contre, vous avez aussi vous avez le niveau et surtout que ce soit continu, que ce soit régulier. Vous ne pouvez pas avoir un éclairage, un trou noir, un éclairage. Enfin, voilà, la manière de mettre l'éclairage va aussi avoir son importance. Alors, je vais dire la question de M. Chauvi, mais je ne suis pas sûr de la comprendre. L'exploitation, en parenthèse 40%, c'est par an ou sur la durée de vie? Avec quelle hypothèse de durée? Tu as dû parler de ça. Alors, oui, on parle de ceci, de 40%. Voilà. On est sur la durée de vie du bâtiment. Alors, j'ai plus la durée de vie, doit être de 50 ans au moins. Je ne pense pas à moins sur un bâtiment. Alors, ce sont les chiffres donnés par une étude faite par l'association Bâtiment Bas Carbone, qui regroupe, on va dire, les professionnels du bâtiment, enfin des institutions de professionnels du bâtiment. Donc, on est vraiment sur la durée de vie du bâtiment. Mais encore une fois, je mets ce focus aussi, on est sur des bâtiments récents. Donc, ce n'est pas vrai pour les bâtiments que vous avez de patrimoine déjà construit historique, hein. Mais c'est vraiment plus là pour amener sur la réflexion de se dire sur les bâtiments plus anciens, l'exploitation a plus de poids. Et de toute façon, ils sont déjà là. Donc, la problématique est autre. Mais aujourd'hui, si on construit,
pensons bien aux matériaux qu'on emploie et on peut aussi penser en rénovation quand même, avoir du biosourcé, donc il y a moins d'impact sur l'environnement, voire même puits de carbone quand on va utiliser des matériaux qui sont tels que le bois et qui peuvent être en local, qui peuvent aussi être une option, enfin, qui peuvent être un développement local économique également. Alors, on a une question intéressante là, de M. Christian Delebar. Quelle est l'origine des C2E, donc certificats d'économie d'énergie, qui accompagnent le soutien financier du ZED? Alors, les certificats d'économie d'énergie, de mémoire, c'est la loi POP. Alors, c'est politique d'orientation des politiques énergétiques ou quelque chose comme ça, de 2005, si mes souvenirs sont bons. Donc, c'est un dispositif mis en place par l'État qui est, on va dire, l'application du principe pollueur-payeur. Et pour éviter d'augmenter la pollution, on va sensibiliser les pollueurs. Et du coup, là pour le coup, ce sont les énergéticiens, les fournisseurs d'énergie plus exactement, qui doivent récolter un certain nombre de certificats d'économie d'énergie. C'est-à-dire qu'ils doivent montrer que eux font des actions pour limiter la consommation d'énergie et justement qu'ils ne soient pas que dans l'objectif d'augmenter leur chiffre d'affaires, si je puis dire, et par le fait de vendre plus. Ils ont donc cet objectif de récolter un certain nombre de certificats d'économie d'énergie. Alors, c'est officiel, hein, donc il y a des fiches qui donnent les règles de calcul, combien de kilowattheures, alors QMAC, on parle pour les C2E, pour quels travaux, dans quelles conditions, etc. Et bien, ils doivent atteindre un certain montant qui est fonction de leur volume de vente. Et s'ils n'atteignent pas ce montant, ils sont taxés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est pour ça que vous avez des publicités pour Leclerc, par exemple, qui vous le reverse en tant que particulier en bon d'achat. C'est pour ça que vous avez des dispositifs, les combles à 1 euro, où vous avez dû recevoir des coups de téléphone, certains intempestifs chez vous pour ça. Voilà, toutes ces actions-là font partie de ce dispositif qui vise à obliger les fournisseurs à s'impliquer dans les économies d'énergie et à prouver qu'ils ont fait des actions. Et ça, nous, en fait, cette fiche, elle se revend. Et aujourd'hui, ça coûte moins cher aux fournisseurs de racheter l'action qu'on a faite plutôt que de payer son amende s'il n'a pas atteint son objectif. C'est possible d'avoir une petite précision quand même, parce que en fait, vous répondez partiellement à la question. Est-ce que je comprends que, par exemple, une commune qui va faire des travaux, qui va accéder à vos soutiens et techniques et financiers, est-ce qu'elle a le choix de l'opérateur de certificat d'économie d'énergie? C'est ça ma question aussi. D'accord. Alors, aujourd'hui, dans l'accompagnement que nous faisons sur les aides aux travaux, là, vous n'aurez pas le choix parce qu'on va garder les certificats d'économie d'énergie pour nous. La vente, on va la garder et on vous donne la subvention en échange. La subvention est plus importante que les certificats d'économie d'énergie, d'autant plus que sur certains travaux. Alors, il y a une présentation aussi spécifique, je ne sais plus quel jour, le 15 septembre. Merci Cyril, en effet. Et dans ce cadre-là, voilà, on garde les certificats d'économie d'énergie, mais ça reste plus important pour vous. Après, si vous ne souhaitez pas faire comme ça, on peut vous aider dans le montage des dossiers de certificats d'économie d'énergie et nous, on les revendra. L'avantage pour vous, c'est que nous, on va rassembler. Déjà, on va faire le dossier administratif qui n'est pas une mince affaire, qui sont assez complexes à réaliser. Ensuite, on va donc s'occuper du dépôt au pôle national, qui est aussi très encadré. Et après, on va aussi s'occuper de la revente, justement, aux fournisseurs d'énergie. Et là, on va en plus, nous, vous garantir un prix minimum par convention ou au-dessus si on a réussi à le vendre parce que c'est un cours boursier finalement. Après, si vous ne souhaitez pas fonctionner avec nous, vous pouvez très bien recourir à des courtiers, à d'autres opérateurs pour le faire. C'est tout à fait possible. Mais très honnêtement, je pense que l'accompagnement qu'on vous propose là-dessus est intéressant autant techniquement que financièrement.
Alors, juste si je peux me permettre encore un petit instant par rapport à cette question, c'est important que chacun sache que les certificats d'économie d'énergie, il y a des opérateurs de tout ordre qui les font, auxquels on peut s'adresser, y compris, vous l'avez dit, Leclerc, Auchan, Carrefour, etc. Et ça se traduit en fait par une obligation en fait d'utiliser la somme d'argent chez eux, chez ces entreprises-là, ce qui est juste scandaleux. Et donc, je ne doute pas qu'en tout cas, si vous gérez ce dossier de A à Z, vous n'ayez pas recours à ce type d'opérateur de certificat d'économie d'énergie. En tout cas, on peut l'espérer. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de craintes en l'occurrence. Je voudrais juste vous dire aussi que, pour information, les centrales villageoises sont opérateurs de certificats d'économie d'énergie. Et là, vous avez la certitude, effectivement, enfin, voilà, j'allais dire, de l'aspect éthique de l'usage de ces certificats. Vous avez raison de le préciser. Après, pour revenir, nous, sur la vente, c'est une vente aux enchères aussi. Donc, on vendra au plus offrant. Très souvent, ce sont des courtiers qui répondent. On a affaire à des intermédiaires pour être transparent sur l'information. Oh, vous pourriez traiter directement avec l'Association nationale des centrales villageoises. Hein. Ben, je demanderai à Jean-Christophe qui s'occupe des ventes, est-ce qu'ils sont dans la boucle aussi je ne sais pas, très honnêtement, je ne sais pas, mais ouais, je vous remercie pour l'information en tout cas et je ferai suivre. Donc, si vous passez par des courtiers, donc vous êtes quand même intermédiaire. Oui, c'est vrai. Mais quand je vous disais que c'est intéressant pour vous, aujourd'hui, en tout cas, dans les conventions que nous avons aujourd'hui, on ne prend pas de part d'intermédiaire aujourd'hui. C'est gratuit alors. C'est gratuit aujourd'hui sur le service qui est fait. Il y a juste une convention qui est faite et non, mais on vous le fait. Enfin, voilà, c'est fait en fonction de la convention. C'est un service rendu et on le paye. Soit on le paye tout de suite quand on les a vendus parce que vous voulez l'argent plus rapidement et au prix qui est défini dans la convention, soit vous attendez qu'on les vendu parce qu'on ne vend pas tous les jours non plus, on attend justement de collecter avec tous les dépôts pour optimiser. Et dans ce cas-là, ça peut être un peu plus tard et on vous reverse la somme correspondante. Oui, mais quoi qu'il en soit, j'ai toujours une appréhension, personnes qui disent que c'est gratuit. Donc c'est le SDED qui fait, le SDED est payé par nous consommateurs. Voilà. Mais le SDED est un établissement public, donc il n'a pas de vocation à s'enrichir. Ce n'est pas une multinationale. Oui, tout à fait. Vous n'enrichissez pas, mais quand il a fallu voter les taux de prélèvement aux consommateurs, vous avez pris un taux important, un des plus importants. J'y étais lors du vote. Monsieur Granger, je voulais peut-être poser votre question sur les détecteurs de présence sur l'éclairage public. Est-ce que vous pouvez réactiver votre micro, peut-être, Monsieur Granger, pour votre question sur l'éclairage public? Oui, en Ardèche, il a été testé des détecteurs de présence sur les sites isolés, en fait, en éclairage public. Et je voulais savoir, je sais que des mesures ont été faites pour savoir l'impact économique. Et je voulais savoir si vous aviez des retours. Alors là, moi non, j'en ai pas personnellement. Après, je sais que mes collègues du service éclairage public ont fait, alors en site isolé, ont des projets avec du photovoltaïque. Et je ne sais pas du coup s'ils ont avec des détections de présence, j'avoue, je ne sais pas. Non, parce que aujourd'hui, les retours. Il ne fallait pas éclairer puis éteindre comme ça, qu'il y avait des normes. Et bon, je sais qu'ils ont fait des tests économiques, mais bon, est-ce qu'ils ont intégré la norme? Enfin, voilà, je ne sais pas. Après, alors j'ai entendu, alors c'était sur Lille, je crois qu'ils ont fait ça, où c'est des détections justement, un site qui est assez expérimental. Pour le coup, c'est réfléchi aussi en fonction justement que ça éclaire suffisamment loin en fonction des vitesses de passage, etc. Il y a toute une réflexion comme ça pour répondre à l'enjeu de sécurité qui est faite. Après, de fait de ne pas utiliser l'énergie quand on n'en a pas besoin, on va gagner, on va économiser.
Par contre, je n'ai aucun retour non plus sur la durée de vie de ces équipements aussi, qui peut avoir un impact aussi pour vous en maintenance derrière. Là, très honnêtement, je ne saurais pas vous dire. Il faudrait demander, j'essaierai de voir avec mes collègues de l'éclairage public, mais s'ils ont des retours. C'est chez Caronnet, au SDED, non, au SDE 07. Au SDE 07, tout à fait, oui. On a une question de Soares Sarmindo sur l'hydrogène, pour changer. Oui. Alors, donc, concernant l'hydrogène, comme par exemple les piles à combustible, avons-nous une vision globale du mix énergétique possible? Bon, après, oui, c'est une solution de stockage, c'est vrai que ça c'est une difficulté, le stockage. Enfin, on peut peut-être parler de stockage. Ouais. C'est une solution, en effet, l'hydrogène qui est développée. La problématique, comme l'évoque Cyril aussi, c'est le stockage, comme toute énergie, énergie électrique. En tout cas, c'est vraiment une problématique de stockage. Pour l'hydrogène, on a des solutions qui commencent à se développer, notamment par électrolyse. Et là, on va avoir, alors, il y a du potentiel, mais c'est aussi une réflexion là en termes de place, parce que des bacs d'électrolyse sont, on parle de conteneurs pour être sur des installations qui soient intéressantes, on va dire aujourd'hui. Pour alimenter un bâtiment, par exemple. C'est quelque chose qu'on avait étudié pour notre bâtiment, qui n'est pas fait, qui se fera peut-être un jour. Mais ouais, on est encore sur de l'étude. Il y a du potentiel. Après, dire que ça se fera partout, que l'hydrogène sera que l'électricité de demain, là, à titre personnel, je ne le pense pas. Je pense que c'est une solution qui peut répondre au panel de l'ensemble, mais voilà. Monsieur Doussin précise, la production d'hydrogène consomme de l'électricité. On est bien d'accord qu'on consomme de l'électricité pour produire de l'hydrogène. L'idée, c'est bien de stocker cet hydrogène, de produire de l'hydrogène au moment où on produit trop d'électricité, dans l'idée d'un stockage ou d'une consommation avec un véhicule fonctionnant à l'hydrogène. Tout à fait. Ce n'est pas une solution, c'est pas une simple batterie, c'est un peu plus complexe que ça. C'est un peu plus complexe que ça, et ça renvoie aussi au fait que le surplus aussi soit de l'énergie verte également. Juste est-ce que vous pourriez apporter une petite précision sur la qualité de l'air dans les salles de classe, s'il vous plaît? Depuis visiblement 2018, il y a une réglementation. Oui, j'ai évoqué rapidement ce point-là. Depuis 2018, il y a une réglementation qui n'est pas très contraignante, parce qu'elle laisse le choix aujourd'hui entre faire un autodiagnostic, si je puis dire, sur la qualité de l'air, qui va amener plus à la réflexion, ou faire des mesures de la qualité de l'air intérieur. Pour les communes qui choisissent l'autodiagnostic, c'est un questionnaire qui est en ligne sur le site du ministère. C'est vraiment un guide qui va amener à réfléchir à comment est ventilée ma salle. Est-ce que mon équipement de ventilation, c'est tout bête, mais est-ce que je nettoie mes entrées d'air et mes extractions, parce que c'est souvent la ventilation est souvent le parent pauvre, et qu'on voit très souvent des grilles bien poussiéreuses. Après, c'est également le mobilier qu'on peut avoir en termes d'émissions de composés organiques volatiles, pour le coup. Là, on sera sur les composés organiques volatiles, donc des molécules qui vont être toxiques, c'est pour les enfants notamment, pas que, mais ils vont être plus sensibles en croissance. C'est cette petite odeur de neuf qu'on a dans les produits d'entretien aussi, tous ces éléments-là. Donc, c'est d'amener la réflexion sur tous les points. Quelle est la situation et qu'est-ce que je peux faire pour l'améliorer. Après, si vous passez sur la mesure de qualité de l'air intérieur, donc là, il y a plusieurs, on a le formaldéhyde de mémoire, le CO2 et je ne sais plus, il y en a un troisième qui est mesuré de composés organiques volatiles. Et là, donc, en fait, en fonction de la mesure, on va avoir des taux à respecter, des concentrations à respecter. Si on ne les respecte pas, dans ce cas-là, il faut mettre un plan d'action pour les respecter.
Très honnêtement, très souvent, sur le CO2, on se rend compte qu'on rentre très vite en saturation et qu'il faut ouvrir, ça peut être l'ouverture de fenêtres aussi, ça peut être préconisé l'ouverture de fenêtres, hein, déjà le premier point. Les enseignantes y sont souvent habituées, hein, mais pour apporter de l'air neuf. Voilà l'état de la réglementation. Pour le coup, est-ce que vous accompagnez sur les outils de mesure? Est-ce que vous faites un accompagnement ou pas? Alors non, aujourd'hui on ne fait pas d'accompagnement là-dessus, mais il y a le laboratoire de la Drôme qui propose des mesures. Il propose aussi des kits pour que vous puissiez faire les mesures vous-même. Alors là, pour le coup, il faut quand même se pencher sur le sujet. C'est un peu technique, poser le capteur au bon endroit, etc. Mais ça évite, pour limiter les coûts, ça évite qu'eux se déplacent et on renvoie les échantillons, ils font les analyses. Et voilà. Ils ont essayé de proposer justement une solution alternative de mesure qui soit pas trop contraignante pour les communes. Merci. Alors, on a une question de Monsieur Granger et je vais me permettre d'y répondre parce que je suis le technicien concerné. Vous demandez quel est le coût pour la venue d'une… Alors, j'espère que vous m'entendez bien. Ouais. Est-ce que vous entendez bien, Cyril? Oui. Alors, Parfait. vous posez une question pour le coût de la venue d'une personne avec un projet de réduction d'apport solaire. Je sais bien de quoi vous parlez parce que j'ai suivi le dossier. J'invite Cyril. C'est Covid friendly, tout ça. Donc, je suis en contact avec Madame Valérie Defosse sur ce dossier-là, et donc il n'y a aucun problème. Hein, je peux revenir pour en discuter, et il n'y a pas de coût, donc on se déplace sans problème. Donc, si vous voulez, on prendra rendez-vous. Voilà, mais parlez-en à votre secrétaire générale. Elle me connaît, elle a mon numéro et mon mail. D'accord, donc je suis en charge des problèmes sur le patrimoine, donc je suis en charge de ce dossier. Très bien. Ok. Bien, très bien. Et ben, du coup, si vous n'avez plus de questions, on va clôturer cette session. Merci pour votre attention et pour votre intérêt. On voit que vous êtes impliqués dans ce sujet. Ça nous fait plaisir aussi. Et puis, c'est une bonne continuation dans vos mandats. Et peut-être à bientôt pour certains. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.